Donc, il vient du Liban, de France, du Canada. Il parle ainsi plusieurs langues, l'arabe, le français, l'anglais, l'italien, et même, je vais essayer de dire, l'araméen. Il est entre autres professeur de droit public, il est aussi doyen de l'American Business School à Paris. Il s'appelle Fadel. Et donc aujourd'hui, il va nous parler d'une question à cœur, c'est-à-dire l'islam, les islams politiques contre l'islam politique. Titre qui déjà nous interpelle. Donc je suis sûr que Fadi, tu vas nous répondre à toutes ces questions. Donc vous avez devant vous Fadi Fadel, que nous accueillons aujourd'hui avec bonheur et plaisir. Fadi, c'est à toi. Merci Philippe. Donc il y a une heureuse coïncidence aujourd'hui, donc c'est le 28 juillet. Je partage avec vous une réflexion sur islam politique au pluriel contre islam politique au pluriel. La coïncidence, c'est qu'aujourd'hui également, c'est la fête de Fitr, donc c'est un grand événement pour les musulmans dans le monde. Alors, je m'adresse à tous les musulmans, collègues, étudiants, mais également corps administratif, en leur souhaitant une bonne fête. Et pour essayer d'introduire la complexité de la question, ces islams politiques contre les islams politiques, j'ai choisi un sketch un peu connu, des inconnus, sur Beyrouth. Alors, je vous invite, c'est 1 minute et demie, je vous invite un peu à écouter ce sketch et ensuite on va enchaîner avec notre sujet. En vous rappelant que ce que vous allez entendre maintenant dans ce sketch, qui reflète un peu une complexité au Moyen-Orient, qui s'appelle Beyrouth, le second de Beyrouth, ça reste encore plus simple, je dirais, par rapport aux complexités au pluriel des islams politiques au Moyen-Orient. Alors, écoutons ce sketch des inconnus. Merci Jean-Loup. Alors on va aller quand même jeter un coup d'œil du côté de l'Extrême-Orient pour clarifier la situation avec Régis Vierieux. Vous pouvez nous expliquer ça en 2 coups de cuillère à peau. Oui, en effet, Guillaume. Je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth-Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud-Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth-Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth-Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des Moudjahidines sunnites du clan Afat. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres, et surtout si les Askénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Cheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Chouktar d'étouffer dans l'œuf l'intifada des Amish séparats de la bande sud-est et du nord-ouest de la banlieue de Beyrouth-Centre, périphérique intérieur compris. Allons-nous vers une solution au conflit? Nous sommes maintenant en droit de l'espérer, Guillaume. Ok, merci Régis, on se retrouve tout à l'heure. Donc, si vous voulez, effectivement, c'est clair. Ils ont clarifié la situation. Bon, j'espère de mon côté qu'à l'issue de cette causerie, je ne vais pas compliquer davantage, ça c'est le bout, je ne vais pas compliquer davantage la situation. Alors, on va commencer par le commencement, comme on dit. Voici la carte du Moyen-Orient. Donc on voit les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite à leur tête avec la grande superficie, l'Irak, la Syrie qui est aujourd'hui le théâtre des guerres, je dirais des guerres civiles, le Liban, l'Iran à côté, le Golfe Persique avec les autres monarchies du Golfe, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Sanaa. La Méditerranée qui est là, avec la Turquie qui partage une partie de son territoire avec son Moyen-Orient et une partie avec l'Europe. Donc, on va essayer de plus ou moins comprendre, clarifier comme l'ont fait les inconnus tout à l'heure, clarifier la situation dans cette partie assez complexe et compliquée.
Là aussi, donc, on voit sur une autre carte une répartition des confessions entre sunnites et chiites dans cette région. Tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que veut dire sunnite et qu'est-ce que veut dire chiite. Mais retenons qu'il y a trois grands pays, ou trois grandes dimensions des chiites au Moyen-Orient, principalement en Iran, qui est la puissance régionale chiite, l'Irak, donc depuis la deuxième guerre d'Irak, deuxième guerre du Golfe, une partie en Syrie et une partie au Liban. Et on voit qu'effectivement, les autres pays au Moyen-Orient sont majoritairement sunnites, avec des dirigeants et des régimes en place qui consacrent cette hégémonie. Alors, quand je dis qu'on va commencer par le commencement, juste un petit rappel concernant l'islam et concernant la naissance du prophète Mohammed, qui est né en 570 dans la péninsule arabe. Il est né à la Mecque, donc comme on a vu tout à l'heure, en Arabie Saoudite. Avec sa conversion et sa découverte du monothéisme, donc son message spirituel était principalement la prédication d'un Dieu unique qui allait à l'encontre du polythéisme, donc de la pluralité des dieux qui était tellement répandue dans la péninsule arabique. Donc son message, c'est la diffusion de cette foi monothéiste en Dieu unique. Il est mort en 632 et de son vivant, donc il a guidé, il a été un chef également guerrier qui a fait des conquêtes. Il a contribué grandement à la conversion d'une grande partie de païens dans cette péninsule arabique à la fois monothéiste. Et donc, à sa mort, Mohammed a été reconnu, d'ailleurs, même de son vivant, il a été reconnu, mais consacré comme étant le prophète, l'envoyé de Dieu, avec ce message de foi monothéiste, mais également comme un chef guerrier, car également de son vivant, il a conduit des conquêtes dans la péninsule arabique pour la prédication et pour pousser les païens à abandonner la foi polythéiste et à poser un acte de foi monothéiste, et également un chef politique qui gouvernait ces communautés, parce qu'il n'y a pas qu'une seule communauté, il y a ces communautés dans la péninsule arabique. Et vu qu'aujourd'hui c'est la fête de l'Eid, c'est force de rappeler que le Coran, qui est le livre saint dans l'islam, qui consacre cette parole de Dieu révélée au prophète par l'ange Gabriel, cette parole de Dieu, ses enseignements, cette foi monothéiste est mise en écrit dans ce Coran qui a été rassemblé par un calife qu'on va voir tout à l'heure. Et au fur et à mesure, ce Coran fut communiqué aux fidèles, passage par passage, au regard des diverses situations auxquelles Mohammed, avec les fidèles, faisait face dans leur enquête et dans leur situation sociale et familiale. Donc, premièrement, le commencement. Donc, quand je parle d'islam politique, contre islam politique, il faut bien également songer à ce que le prophète Mohammed, de son vivant, qui était en même temps prophète, donc messager de Dieu, mais également chef politique, donc, de son vivant, il y a eu déjà, on a posé la question des successeurs, et on a posé la question qui a la légitimité de succéder au prophète, non pas comme messager de Dieu, mais comme chef politique des croyants musulmans. Tout d'abord, il faut bien rappeler que dans l'entourage du prophète, il y a deux personnages qui étaient fort influents et fort proches du prophète. Aïcha, donc l'épouse, sa deuxième épouse, parce que sa première épouse, Khadija, qui était décédée, après son décès, il a épousé Aïcha, et c'est vrai, donc c'était une femme très importante dans la vie du prophète. Et Ali, le cousin et le gendre, qui est également qui a épousé la fille aînée du prophète, qui s'appelle Fatima. Donc ces deux personnages vont jouer un rôle clé dans la suite de la succession du prophète Mohammed après sa mort. Donc, comme je l'ai dit, Ali, qui est le cousin le plus proche du prophète, à sa mort, bien sûr, il y a des croyants qui étaient autour du prophète et autour de Ali. Il y a eu des voix qui voulaient que Ali, par la légitimité et par le lien de sang, soit le successeur légitime du prophète. Sauf que les compagnons, donc ceux qui accompagnaient le prophète, ils ont décidé autrement. Dirait-on, là c'est plutôt plus des historiens, dirait-on sous l'influence de Aïcha, qui avait une stature assez importante au sein de la communauté, et on a élu le premier calife, donc le premier successeur du prophète, qui s'appelle
Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr, il est le papa de Aïcha. Et donc là, on comprend plus ou moins la forte influence de Aïcha, mais également on comprend que les compagnons, ils voulaient que quelqu'un puisse prendre la relève, non pas en tant que jeune calife, mais en tant que calife érudit qui a de l'expérience. Et Abu Bakr était proche du prophète, qui a lui continué la conquête de la péninsule arabique. À la mort d'Abu Bakr, donc là les suiveurs de Ali, ils ont dit, bon maintenant, d'accord, Abu Bakr était un homme érudit, sage, très proche du prophète, maintenant c'est le tour de Ali pour qu'il vienne et prendre la succession. Sauf que les compagnons ont décidé autrement. Ils ont élu Omar ibn Khattab, qui était davantage connu pour son allure guerrière, qui était davantage connu pour son courage militaire, qui lui va succéder, va devenir le deuxième successeur du prophète. Certainement, les compagnons de Ali, les suiveurs de Ali, les sympathisants de Ali, étaient encore une fois déçus, mais avec Omar ibn Khattab, donc l'islam va connaître une heure très importante au niveau de la diffusion de la foi, et là on va arriver jusqu'en Syrie, jusqu'au Moyen-Orient, à Jérusalem, et on va partir même jusqu'en Afrique du Nord. À la mort de Omar ibn Khattab, on a dit, bon voilà, maintenant, ça y est quoi, allez, il faut quand même accepter la légitimité que Ali devienne enfin le successeur et un des califes les plus proches du prophète. Sauf que les compagnons ont décidé autrement et ils ont fait appel à un autre sage des compagnons qui est Othman ibn Affan, qui lui est devenu le troisième successeur du prophète élu par les compagnons. L'un des mérites de Othman, qui a poursuivi la conquête de la péninsule et de l'Afrique, le grand mérite d'Othman, c'est que grâce à son impact, la version du Coran qu'on connaît aujourd'hui, c'est une version, grâce à son époque, il a réuni ce qu'on appelle les Huffa, c'est-à-dire ceux qui ont retenu le Coran par cœur, et il les a obligés à faire une version unique du Coran, au lieu qu'il y ait une pluralité de versions retenues par cœur, par les théologiens, par les penseurs, par les compagnons. Et la version aujourd'hui que nous avons donc du Coran, on l'appelle l'édition Osmaniya, ça veut dire l'édition qui a été effectivement consacrée à travers des penseurs, ceux qui ont retenu par cœur le Coran, sous l'ère de Othman. Alors là, bien sûr, il a été assassiné. Alors, les suiveurs de Ali, ils ont dit, alors trop c'est trop. Donc aujourd'hui, ça devrait être effectivement le tour de Ali. Mais Ali n'a pas accepté. Donc lui, il ne voulait pas avoir ce pouvoir politique, mais au regard de la pression exercée par le peuple, mais également par les compagnons, finalement, il a accepté d'être le quatrième calife. Et c'est là où, parce qu'Othman, lui, il a été assassiné, et je dirais le premier point dans le mandat de Ali était de venger la mort de Othman. Mais Ali avait une autre perspective de l'islam. Lui, il ne voulait pas s'engager dans cette voie de vengeance, il voulait propager la foi auprès des polythéistes et garder de côté les vengeances entre les tribus. Et donc c'est là où effectivement on va commencer à avoir deux obédiences différentes. L'obédience plutôt de Aïcha avec Muawiyah qui était donc plutôt plus d'une tribu différente de celle de Ali. Et finalement qui va faire qu'il va avoir une grande discorde entre Ali d'un côté qui est le calife et d'autres, je dirais, dirigeants guerriers en Syrie, toujours musulmans, qu'on appelle aujourd'hui donc Umayyad ou Muawiyah. Et on va avoir une grande guerre qui va opposer Ali, le calife, à d'autres musulmans en Syrie, donc les Umayyads. Et finalement, Ali, à travers un arbitrage assez complexe, va accepter de céder le pouvoir aux Umayyads, donc à Muawiyah, qui lui va devenir un calife, qui va consacrer non pas un califat élu par les compagnons, mais il va consacrer une dynastie héréditaire. Donc lui, il va devenir un calife, mais il ne va pas y avoir une désignation et une élection par les compagnons d'un calife. On va avoir plutôt le fils qui va hériter, ensuite le petit-fils, ensuite. Alors, Ali, lui, qui a accepté de céder le pouvoir, il s'est rétracté, il s'est retiré en Irak pour vivre au sein de sa communauté. Il a été tué par un de ses compagnons qu'on appelle les sortants, les Kharijites, parce qu'ils n'ont pas accepté que Ali, qui avait une force aussi importante au niveau de l'armée, puisse se retirer au profit de Muawiyah.
et alors donc il a été assassiné. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas cette discorde qui va être la plus déterminante. Celle qui va être la plus déterminante, c'est au niveau des fils. Le fils de Ali, donc Hussein, qui est le petit-fils du prophète Mohammed, et le fils de Muawiyah, qui s'appelle Yazid. Donc Yazid qui a hérité de son papa Muawiyah la dynastie et le pouvoir sur l'islam. Lui, Hussein, qui est en Irak, il va refuser cette légitimité. Il va avoir une guerre qui va faire opposer ces deux obédiences, les suiveurs de Hussein en Irak, contre donc, le roi Yazid, le fils de Muawiyah, en Syrie. Et dans cette guerre, les généraux, les soldats donc, de l'empereur de la Syrie vont tuer Hussein, le petit-fils donc, du prophète et le fils de Ali, et on va apporter la tête de Hussein au roi Yazid. Et c'est là où effectivement ce schisme a été consacré avec le sang, parce que les suiveurs de Ali et les suiveurs de Hussein vont s'appeler désormais les chiites, et tous les autres donc, qui reconnaissent la légitimité du roi Yazid et de son papa Muawiyah vont être considérés les sunnites. Donc tous les ans, on commémore la mort de Hussein avec un événement qui s'appelle Ashura, c'est-à-dire un événement où le petit-fils du prophète Hussein a été tué par les soldats de Muawiyah. Alors les historiens disent que Yazid, le roi, quand il a vu la tête de Hussein, était consterné, il a condamné cet acte-là, mais dans la mythologie et dans cette pensée, je dirais, schismatique entre ces deux communautés, cet événement-là va consacrer une séparation qui va durer des siècles et des siècles. Voilà, donc ça c'était un peu le contexte. C'est bien de le signaler que, voilà, au départ, on assiste à un islam politique. D'ailleurs, ce qui a fait dire certains théologiens que même au moment de la fondation de l'islam, on avait deux islams. On avait l'islam de la Mecque, où le prophète était encore à la Mecque, où il transmettait des messages spirituels, la conversion vers la foi monothéiste, et l'islam politique qui est à la Médine, où le prophète commence à gouverner son peuple, sa communauté, où il y a des règles politiques, ainsi de suite. C'est vrai, ce schisme-là, où le sang maintenant est entre les deux communautés, va être présent dans la mythologie et dans l'approche que Ali, ses compagnons et son fils sont désormais éloignés, sont désormais une minorité où le sang est venu consacrer cette séparation. Alors, ceci fait que le Moyen-Orient est un Moyen-Orient bipolaire, entre deux grandes communautés. On a les sunnites d'un côté, ce qu'on a vu tout à l'heure, les puissances régionales en vert, et les chiites de l'autre, notamment en Iran, en Irak, en Syrie et au Liban. Ces communautés chiites, donc, ils ont Ali comme référence, ils croient bien sûr dans le prophète et dans le message, donc dans le Coran, mais Ali est, je dirais un peu, l'imam, ou plutôt la lumière qui inspire la compréhension de la parole de Dieu, et c'est une référence très importante dans le chiisme, tant spirituel que politique. Alors, j'extrapole et j'arrive en 1979 parce que quand même c'est une époque très importante et déterminante dans l'antigonisme entre sunnites et chiites qu'on vit aujourd'hui. 1979, c'est le renversement du Shah d'Iran par la révolution islamique. Le Ayatollah Khomeini, donc, qui a séjourné en Irak, qui a séjourné en France, il est revenu comme fondateur et guide suprême de la République islamique d'Iran. C'est lui donc le fondateur de cette République islamique où la charia est le corps de référence ultime au niveau du statut personnel, mais également au niveau du droit civil. Et bien sûr, il pose les jalons d'une République islamique. Et il appelle, c'est là le point de départ de ce nouveau conflit au Moyen-Orient, il appelle les chiites en Irak de renverser le régime Saddam Hussein, sachant que Saddam Hussein est un sunnite dirigeant de l'Irak. Donc il appelle ses compatriotes et surtout ses co-religionnaires, les chiites de l'Irak, lui qui est en Iran, de suivre l'exemple de la République islamique d'Iran et de commencer à préparer une révolution islamique en Irak sous l'ère du dirigeant politique sunnite Saddam Hussein. Et c'est là où la guerre va commencer entre l'Irak et l'Iran. Bien sûr, l'Irak a réagi violemment à cet appel-là
Et quand on dit qu'il y a un appel, ça veut dire que derrière cet appel, il y a des manifestations, il y a des associations, il y a des courants qui préparent le terrain. Et c'est là où, avec le soutien des monarchies du Golfe qui sont sunnites, comme on l'a vu, c'est toute cette partie verte, avec le soutien d'autres pays islamiques sunnites, notamment en Afrique du Nord, en Égypte, Saddam Hussein, lui, il va déclarer la guerre à l'Irak. Et cette déclaration-là va être une déclaration de guerre où il occupe un territoire de l'Iran et il va baptiser sa guerre. La symbolique est très importante. Il va la baptiser comme étant la guerre de Qadisiyya. La guerre de Qadisiyya est l'ancienne guerre de l'islam qui a permis au calife de l'islam de venir et de vaincre le royaume, l'empire perse. Et donc la Perse, d'autrefois, et aujourd'hui l'Iran. Alors, l'Iran, lui, il a répondu à cette guerre de Qadisiyya qui est très symbolique. C'est la domination des califes sur l'empire sunnite. On a répondu par la guerre de Karbala. Karbala, c'est là où le fils du prophète Hussein a été assassiné par l'armée de Yazid, donc le calife de la Syrie, donc le calife des musulmans. Donc ces rapports avec ces symboliques sont très importants au niveau de la mobilisation des troupes et au niveau comment dirais-je, de mettre un peu plus de feu au niveau des appartenances confessionnelles pour les soldats et pour les gens qui sont engagés dans ces guerres. Certainement, l'Irak tout seul n'aurait pas pu faire cette guerre sans le soutien financier, sans le soutien d'armement des monarchies du Golfe et bien sûr sans le soutien également occidental, notamment de la France, notamment des États-Unis, pour contrer les tendances expansionnistes de l'Iran qui voulait arriver à l'Irak, ensuite consacrer la Syrie, ensuite aller au Liban, la Méditerranée. Et donc on allait avoir un arc, on va voir tout à l'heure, un arc qui consacre une république islamique sous l'impulsion du guide suprême de l'Iran à l'époque, Ayatollah Khomeini. Après 9 ans de guerre, finalement on va accepter un statu quo ante parce que ça n'a pas changé beaucoup de choses. Donc une guerre qui a coûté 500 000 hommes morts, qui a coûté beaucoup de pertes de part et d'autre. Et c'est vrai, donc cette guerre, finalement, elle va s'arrêter. On va accepter de part et d'autre un cessez-le-feu. Sauf que, à travers ce cessez-le-feu, on va arrêter les guerres, mais les gens sont désormais ancrés par ce confessionnalisme, sunnisme contre chiisme au Moyen-Orient. Donc, on va arrêter, mais en même temps, les Iraniens, pour eux, l'ennemi, c'est l'Irak également, c'est les sunnites de l'Irak. Et pour les sunnites de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, des monarchies du Golfe, l'ennemi est également l'Iran, qui nous ont déclaré la guerre, ils veulent venir nous occuper. On va faire le cessez-le-feu, on va revenir à la situation politique, à la situation des frontières avant la guerre, mais ceci quand même va laisser des traces très importantes au niveau de cette dichotomie entre les deux communautés. Ça va jusque-là? Je clarifie, mais c'est pas sûr que je clarifie. Hein. Alors, dans ce contexte, donc j'aborde la troisième partie qui est l'antagonisme sunnito-sunnite cette fois-ci, la naissance de Al-Qaïda et le rejet de l'Occident. Donc on a parlé qu'il y a cette guerre entre l'Irak et l'Iran qui a consacré une nouvelle ère de tension dans la région entre sunnites et chiites. De l'autre côté, on a encore l'Union soviétique. L'Union soviétique avec également son projet expansionniste où il veut dominer l'Afghanistan et venir vers le Moyen-Orient et bien sûr avoir une influence également de force au Moyen-Orient et dans les monarchies du Golfe. C'est là où les puissances occidentales, avec les puissances arabes, ont encouragé une opposition à cette expansion soviétique en encourageant des musulmans, des jeunes musulmans, ce qu'on appelle les mujahideen, de contrer la vague expansion soviétique et en faisant la guerre aux soviétiques. Et c'est là où on va connaître un certain Abdallah Azzam, en 1979, un Palestinien qui a été formé en Égypte, qui a obtenu un doctorat de l'université Al-Azhar, qui lui va partir après ses études, il va partir au Pakistan et en Afghanistan, et il va fonder ce qu'on appelle le MAK.
Le MAC, c'est le bureau afghan pour l'organisation du djihad islamique contre l'URSS. Et donc, il va commencer à recruter à partir de ce bureau-là des jeunes musulmans, des moudjahidines, qui vont faire la guerre du djihad contre l'occupant athée, contre l'occupant non musulman qui veut venir et dominer les musulmans sur leur territoire. C'est intéressant, je vous conseille donc cet ouvrage, encore une fois, de deux amis, deux chercheurs éminents à l'Université de Sherbrooke, Gilles Vondal et Sami Aoun, qui ont sorti l'année dernière l'ouvrage, qui s'appelle « Vaincre Al-Qaïda, le défi d'Obama ». Donc je m'inspire au niveau des chiffres, au niveau des faits historiques, des faits qui sont reportés dans cet ouvrage en se basant sur des rapports de l'administration américaine et sur des études très intéressantes. Donc, M. Azzam, Dr Azzam, va se baser en Afghanistan, au Pakistan, il va s'occuper d'un recrutement de jeunes musulmans pour faire le djihad, non pas un djihad dans l'absolu, un djihad contre un ennemi qui veut venir occuper le territoire des musulmans et qui veut venir imposer son athéisme sans laisser de place à l'islam. Donc ce bureau, qu'on a appelé le MAC, il avait 35 bureaux au monde, dont 30 aux États-Unis d'Amérique, ici même. Et donc on recrutait également des jeunes musulmans pour aller faire la guerre contre les soviets en Afghanistan pour contrer cette expansion et affaiblir l'Union soviétique. Et d'ailleurs, on parlait à l'époque d'un soutien de 3 milliards de dollars, donc là je parle entre 79 et 85, ce qui est énorme à l'époque, pour que ces jeunes moudjahidines puissent être dotés des moyens et défier l'armée de l'Union soviétique. Dans ce contexte-là, Azzam va fonder le mouvement Al-Qaïda. Ce mouvement Al-Qaïda, son but ultime, avec la fondation, la charte fondatrice, était de défendre les musulmans attaqués par l'ennemi grâce au nouveau savoir-faire des moudjahidines. Car on va lutter contre l'Union soviétique, mais maintenant on est doté d'une expérience, d'un savoir-faire intéressant. Al-Qaïda va assurer un soutien à tous les musulmans dans le monde qui se sentent menacés par une expansion de territoire d'un occupant ou bien d'une puissance qui veut venir supplanter, qui veut venir dominer les musulmans chez eux. Donc on constate que dans le départ, dans la fondation de Al-Qaïda, il n'y avait pas de visée terroriste pour aller attaquer un État qui n'a pas déjà entamé une attaque contre les musulmans. Donc dans la fondation de Al-Qaïda et dans la charte fondatrice de Al-Qaïda, c'est plutôt un mouvement de défense. Quand les musulmans sont attaqués chez eux, pas dans l'absolu, chez eux, c'est à ce moment-là on va venir à l'aide pour les défendre. Ben Laden, Osama Ben Laden, est un recrue de Al-Qaïda de Azzam. Sauf que lui, Ben Laden, il va avoir un charisme guerrier qui va séduire les jeunes militants, les militaires, et petit à petit, il va monter dans la hiérarchie. À tel point que, en 89, Ben Laden va devenir, après la mort de Azzam, le chef de Al-Qaïda, avec un autre théoricien qui est très fondamentaliste et qui est issu du mouvement Frères musulmans en Égypte, qui a été fondé en 1928. Donc, ce mouvement qui est assez hostile à l'Occident. Alors, on va avoir un couple qui va radicaliser Al-Qaïda et qui va commencer à préparer un djihad, non pas contre les États-Unis, non pas contre la France, non pas contre l'Occident, mais contre les monarchies du Golfe et contre les pays musulmans qu'ils considèrent à l'époque laïques, comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme la Jordanie. Donc, avec ce couple, Ben Laden d'un côté, Zawahiri de l'autre, aujourd'hui Zawahiri est maintenant le chef d'Al-Qaïda, on va oublier l'ancienne Qaïda qui a été fondée par Azzam, on va assister à une nouvelle Qaïda qui va préparer une nouvelle ère de terrorisme. Il y a trois éléments clés dans la nouvelle charte de Al-Qaïda. On a premièrement reconnaître la civilisation occidentale comme ennemie de l'islam. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut lutter violemment contre les pays musulmans apostats, les monarchies du Golfe, la Jordanie, la Syrie, l'Irak Saddam Hussein, etc., etc. Et s'orienter vers un grand califat islamique mondial. Et donc déjà dans le projet, il y avait l'installation, la mise en place d'un grand califat mondial. On n'est pas dans une perspective d'un califat limité sur un territoire donné, mais plutôt
une vision universelle du califat. Le califat, juste à titre de rappel, donc ça rappelle cette période où on avait 4 successeurs immédiats du prophète qui ont été élus par les compagnons qu'on a vu tout à l'heure. Donc Othman, Omar, Abu Bakr et Ali. Et c'est à cette époque où le califat avait la plus de légitimité et de légalité car choisi, désigné par les compagnons des plus proches. Al-Qaïda veut de nouveau instaurer ce califat, mais non pas à une échelle déterminée, à l'échelle mondiale. D'où son action, une action mondiale, et non pas des actions locales dans des guerres locales. Alors, en 90, voilà, donc en 90, qu'est-ce qui s'est passé en 90? La première guerre de l'Irak. Et donc l'Occident, qui vient soutenir le Koweït, la grande alliance des pays occidentaux, mais également des pays arabes, qui sont venus au secours du Koweït, au secours de la monarchie du Golfe, et surtout pour pousser Saddam Hussein vers son pays et ne plus lui permettre d'occuper un autre territoire du Golfe, car on a considéré à l'époque que là, ça commence à avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une menace contre le pouvoir politique des monarchies du Golfe. Donc on a fait appel aux puissances occidentales pour venir aider, protéger, soutenir les monarchies du Golfe. Et quand on dit venir protéger, ça veut dire que pour la première fois, on va avoir sur le sol saoudien, sur le sol sacré de l'Arabie saoudite, donc la terre du prophète et des califes, une armée américaine, une armée occidentale. Et sur ce registre-là, que Ben Laden va commencer à organiser une opposition et des soulèvements populaires contre la famille royale en Arabie saoudite, en les accusant comme étant des pro-occidentaux, des gens modernes, des gens qui font appel à des apostats, des gens qui font appel à l'ennemi occidental, et sont en train de souiller, de salir le territoire. Et c'est vrai, en 90, il y a eu beaucoup de difficultés à l'intérieur de l'Arabie saoudite pour accepter l'appel fait par le royaume, par la famille royale et par d'autres monarchies, pour venir les défendre contre l'ennemi Saddam Hussein. Donc il a commencé son djihad, déjà à l'encontre de la famille royale, à l'encontre de ces monarchies, et bien sûr, il a commencé une série d'attentats, déjà contre les Américains au Yémen en 1993, ensuite en 1996 en Arabie Saoudite, en 1998 on se rappelle de Kenya et de Tanzanie, en 2000 au Yémen, et pour lui, c'était la période où il a commencé à organiser les attentats suicides. Il y a 2 objectifs. C'est à partir de ces 2 objectifs qu'il commençait à recruter et à entraîner les militaires et les suiveurs et les adeptes d'Al-Qaïda. 1. Libérer la Mecque, parce qu'il considère que désormais l'Arabie saoudite est occupée par les Occidentaux. Il faut libérer la Mecque et libérer Jérusalem, donc la grande mosquée à Jérusalem. Donc pour lui, ces 2 libérations vont constituer le titre de son djihad contre l'Occident à travers, bien sûr, leurs ambassades ou leurs antennes locales qui sont les monarchies du Golfe et les pays islamiques pro-Occident. De retour à Afghanistan, parce que donc là, on a assisté à une tension très importante. Il a été expulsé de l'Arabie saoudite, il a été accueilli par le Soudan, ensuite le Soudan a expulsé Ben Laden, et finalement il est revenu en Afghanistan, au Pakistan, et c'est là où, à côté des talibans, il a commencé à avoir ses propres territoires, ses propres soldats, pour d'un côté préparer un plan pour lequel il va fonder son grand califat mondial, mais également essayer de soutenir les talibans dans leur conquête contre l'Alliance du Nord, donc qui était à l'époque bien sûr encore une guerre civile en Afghanistan entre les fondamentalistes talibans et l'Alliance du Nord sous le commandement de Massoud, donc un peu le courant laïque avec les tribus afghanes. Alors, on a connu en 87 et 88, 98, une tension assez vive entre Al-Qaïda de Ben Laden et entre les talibans. Car lui, Ben Laden, il voulait se servir de ce territoire afghan pour entraîner les djihadistes et pour conquérir le monde
et faire des attentats suicides. À cette époque, on commence quand même un peu à mieux connaître Ben Laden en accueillant chez lui en Afghanistan des journalistes. Donc il était un homme tellement porté vers la communication. Et là, les talibans ont commencé à lui reprocher qu'il est un type très intéressé, qu'il est porté vers ses propres intérêts et qu'il n'apprécie pas le fait qu'il profite de l'Afghanistan pour mener sa propre guerre. Donc finalement, Ben Laden va se rallier aux talibans et il va soutenir, il avait à l'époque 20 000 hommes, il va soutenir le taliban dans sa conquête de l'Afghanistan jusqu'au moment où le taliban va contrôler, va maîtriser tout le territoire afghan. Donc là aussi, il y a une logique de Al-Qaïda, une logique plutôt d'ordre djihadisme universel, contre talibans, qui plutôt plus dans une logique souverainiste locale. Et c'est vrai, il y a des moments où on a connu des conflits très importants entre ces deux mouvements terroristes. Donc, on a parlé qu'au sein des monarchies du Golfe, il y en a des monarchies qui ont accueilli et qui ont demandé le soutien des Occidentaux et le soutien international pour qu'ils soient protégés de la menace de Saddam Hussein. Et c'est vrai, donc c'est une nouvelle époque qui va ouvrir un nouveau antagonisme au niveau du pouvoir d'influence entre les monarchies du Golfe. Quand je parle qu'il y a un leadership disputé entre les monarchies wahhabites du Golfe, je parle bien entendu de deux puissances régionales, mais toute disproportion est respectée au niveau de leur superficie, au niveau de la population. On a l'Arabie Saoudite avec 2 millions de kilomètres carrés, 2 millions de kilomètres carrés, donc c'est le plus grand du Moyen-Orient. Et on a le Qatar, 11 000 kilomètres carrés. Donc voyez-vous cette disproportion entre les deux monarchies du Golfe qui, malgré tout, disputent aujourd'hui le leadership. Alors pourquoi le Qatar dispute le leadership au Moyen-Orient à l'Arabie Saoudite? Parce que, au niveau de la richesse naturelle, le Qatar a les 3e plus grandes réserves en gaz naturel liquéfié au monde après la Russie et l'Iran. Ce petit royaume, ce petit émirat de 11 000 km², même le Vermont est plus grand, je crois c'est 15 000 km² le Vermont, donc le Qatar est encore plus petit que le Vermont, dispute à l'Arabie Saoudite ce leadership en raison et sur la base de ses ressources en gaz naturel liquéfié. D'ailleurs, c'est vrai, c'est la 3e puissance, mais c'est le plus grand exportateur au monde. Alors le Qatar, juste une petite cure de rappel, en 1995, le roi Khalifa, donc qui est le roi du Qatar, il va être renversé par son fils Ahmad. Donc en 1995, Ahmad qui arrive à la tête de cet émirat, et pour garantir qu'il soit protégé et qu'il ait la légitimité et la légalité internationale, il va chercher une protection auprès des États-Unis. Et c'est là où les États-Unis vont lui assurer d'une protection, et on va lui demander, effectivement, de s'ouvrir à Israël. Et là, c'est le premier pays arabe du côté du Golfe, c'est-à-dire la première monarchie du Golfe qui va avoir des rapports avec Israël dès 1995. Parce qu'en contrepartie de cette protection qui va lui être accordée, il va obtenir des États-Unis, enfin il va être contraint à établir des échanges économiques, des échanges commerciaux. Pour essayer de calmer le jeu, parce que là aussi, donc au Qatar, on a un wahhabisme assez ancré chez les gens, il a opéré une ouverture très importante sur les frères musulmans. Alors, les frères musulmans, c'est une autre faction. Donc, à présent, on a parlé des sunnites, on a parlé des chiites, on a parlé d'Al-Qaïda, on a parlé de Zawahiri, on a parlé de Zawahiri, le couple Ben Laden-Zawahiri. Zawahiri qui, lui, il est venu des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un courant qui a été fondé en Égypte en 1928 par Hassan el-Banna. Et dans la charte de ce mouvement, dans la charte fondée de ce mouvement frères musulmans, il y a la lutte contre l'Occident, la lutte contre les pays arabes pro-occidentaux et l'application de la charia au lieu de ces lois modernes issues d'un État laïque et d'un droit d'un État civil, ainsi de suite. Alors, le Qatar, pour essayer de jouer un rôle conciliateur
un rôle d'influence au sein de la région. Les frères musulmans, peut-être je ne l'ai pas noté, c'est un courant qui est presque, je dirais, un peu interdit, donc qui a subi beaucoup d'oppression et de persécution en Égypte, en Arabie Saoudite, dans les monarchies du Golfe, en Syrie, parce qu'on considère qu'il porte en lui les semences d'un fondamentalisme religieux qui vient déstabiliser les pouvoirs en place. Donc c'est un courant qui est refusé, qui est écarté, marginalisé, persécuté par les pouvoirs politiques au Moyen-Orient. Des monarchies du Golfe jusqu'aux républiques les plus laïques comme l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ainsi de suite. Alors lui, Ahmad, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ouvrir sur Israël, donc on va fonder un bureau des échanges commerciaux à Doha, et en même temps, il va s'ouvrir aux frères musulmans. Et donc, il va demander aux frères musulmans de venir s'installer. Il va mettre en place la fameuse télévision Al Jazeera, comme on va le voir, et il va commencer à donner un statut particulier aux frères musulmans au niveau de l'expression, au niveau des écritures, au niveau intellectuel, ainsi de suite. C'est pourquoi donc j'ai qualifié le pouvoir qatari de lapin, un lapin qui saute. Un lapin pourquoi? Parce que après avoir donc mis en place ce bureau pour Israël à Doha pour les échanges commerciaux, il a accueilli les frères musulmans et les États-Unis ont établi à Doha la plus grande base militaire au monde construite par un pays. Donc c'est la seule base militaire qui est offerte par un pays aux États-Unis, non seulement au Moyen-Orient, mais même au monde. Et c'est une base militaire immense, donc aérienne, maritime, ainsi de suite. Tous les frères musulmans expulsés, persécutés en Égypte, en Tunisie, en Arabie Saoudite, dans le Golfe, ils sont accueillis par l'Émirat de Qatar. Et en même temps, donc, il a mis en place Al Jazeera, qui est la fameuse CNN arabe, où le message fondamentaliste, quand même, est assez présent dans les infos et dans les documentaires. Alors, ça aussi, on l'a appris il y a 2 ans. Qatar, donc, où il y a la base militaire américaine la plus importante offerte par un pays, eh bien, ils ont ouvert également un bureau pour le Taliban à Doha. Donc, vous savez, c'est un émirat tellement fragile de par son entourage des monarchies du Golfe. Alors, il essaie de se démarquer en conciliant l'inconciliable, en joignant ce qui est assez contradictoire en apparence. Bien sûr, au fond, c'est pas aussi contradictoire. En relations internationales, c'est pas aussi contradictoire. Et là, je parle sous le contrôle d'un ancien ambassadeur, Michel Duval. Alors, le roi Tamim, donc, on a le père, Khalaf, ensuite Ahmad, et il y a 2 ans, il y a 1 an, le roi Tamim, donc le père Ahmad, au lieu qu'il soit évincé par son fils, il a choisi lui-même de se mettre à l'écart et de permettre à son fils d'accéder au pouvoir. Donc en 2013, le roi Tamim va accéder à la tête de cet émirat. Et déjà, dès son accession, il y a eu une conciliation, ou plutôt une tentative de conciliation avec les Saoudiens. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les Saoudiens? Non seulement ils veulent garder le leadership, mais ils ne veulent pas qu'il y ait un émirat au sein des monarchies du Golfe qui vient déstabiliser tout le Golfe. Et ce que le roi Ahmad, c'est-à-dire le papa du nouveau roi, faisait en accueillant d'une façon massive les frères musulmans et en leur accordant la naturalisation qatari et en leur donnant la tribune de Al Jazeera dans les mosquées de prêcher contre les monarchies du Golfe. Donc là, les monarchies étaient tellement mécontentes et même on est arrivé il y a quelques mois à exclure le Qatar du Conseil régional des monarchies du Golfe. Donc quand même c'est un peu la Ligue, l'organisation régionale des monarchies du Golfe au Moyen-Orient. Alors, pour faire une tentation de conciliation, le Koweït s'est offert le soin de faire un arbitrage. Alors, l'émir de Koweït a amené le nouvel émir Tamim en Arabie Saoudite. Et là, il a signé une lettre d'engagement où on ne va plus permettre au fameux imam Al-Qardawi de prêcher dans Al Jazeera. On ne va plus accueillir des frères musulmans au Qatar. On ne va plus accorder des nationalités. Donc, on a pris des engagements. Sauf que, au bout de quelques mois, rien n'a été fait. Et même, on a poursuivi cette mouvance
de faire venir les frères musulmans, de les encourager, que ce soit en Égypte, que ce soit en Palestine, que ce soit en Tunisie, c'est à ce moment-là que le Qatar a été exclu de cette organisation régionale des monarchies du Golfe. Donc, cet antagonisme entre l'Arabie saoudite qui veut préserver le pouvoir politique au nom d'une certaine cohérence et cohésion dans son influence de la région, avec bien sûr l'appui des autres monarchies du Golfe, vont pousser le Qatar à être marginalisé. Dans cette position de marginalisation, lui, le Qatar, va aller au soutien des frères musulmans, que ce soit en Égypte, à l'époque de Morsi, que ce soit en Tunisie aujourd'hui avec Al-Nahda, que ce soit en Libye, que ce soit ici et là. Et donc, le Qatar va essayer de jouer un rôle d'influence dont il ne peut plus jouer aux monarchies, au sein du Golfe des monarchies. Il va le jouer ailleurs à travers des antennes, également en Syrie, également en Irak, ainsi de suite. Alors, un leadership disputé cette fois-ci entre les puissances sunnites. Donc on a parlé d'antagonisme saoudien-qatari. Maintenant on va parler d'antagonisme puissance sunnite versus puissance sunnite. Et ceci a été encore une fois révélé, dévoilé à travers le printemps arabe. On a d'un côté le bloc Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, et de l'autre le Qatar et la Turquie. Et n'oublions pas qu'en Turquie, le parti qui est au pouvoir, la majorité, est constitué des frères musulmans. Donc c'est la même mouvance des frères musulmans, bien sûr plus moderne, bien sûr qui ne fait pas appel aux armes, bien sûr qui ne fait pas appel au djihad, mais c'est une mouvance, je dirais, théologique, doctrinale, qui fait que la pensée des frères musulmans est aujourd'hui implantée au niveau de plusieurs pays au Moyen-Orient, dont la Turquie, la Tunisie, l'Égypte durant le printemps arabe numéro 1, ainsi de suite. Et donc, ça va faire un bloc entre eux, contre l'Arabie Saoudite, l'Égypte aujourd'hui et la Jordanie. Donc, comme on l'a dit, les frères musulmans qui sont au pouvoir en Égypte, en Tunisie, sont soutenus par la Turquie et le Qatar. Ceci n'a pas plu à l'Arabie Saoudite, que l'Égypte, qui est un pays arabe assez important, et c'est vrai, il y a un rôle d'hégémonie, je dirais culturelle, mais également de par sa géographie méditerranéenne, qui est jouée par l'Égypte. N'oublions pas que la Ligue des États arabes, elle a comme siège, non pas la Mecque, la Médine, Riyad ou une des capitales des monarchies du Golfe, mais plutôt le Caire, parce que quand même c'est le cœur battant des pays arabes, hein, donc l'Égypte avec toute sa tradition culturelle, islamique, de résistance, ainsi de suite. Alors, le fait que les frères musulmans soient au pouvoir en Égypte n'a pas plu aux monarchies du Golfe, et à partir de là, il y a eu beaucoup d'implications saoudiennes, mais également d'autres puissances sunnites, comme la Jordanie, pour déstabiliser les frères musulmans en Égypte et encourager un soulèvement populaire, donc bien sûr orchestré par l'armée au niveau des services d'enseignement, mais également au niveau de l'armée du général Sissi, pour évincer Morsi, et d'ailleurs qualifier les frères musulmans qui étaient au pouvoir et élus par le peuple d'un mouvement terroriste, et consacrer l'hégémonie, le pouvoir d'influence saoudienne, en installant à la tête du pouvoir le général Sissi. Donc ce scénario était une preuve que l'Arabie saoudite voulait non seulement imposer sa ligne de conduite en Égypte, en Syrie, qu'on va tout à l'heure, et d'autres pays, mais également défaire le Qatar en Égypte, parce que quand même l'Égypte constitue une scène très importante, défaire le Qatar en Égypte et imposer au Qatar vraiment une action politique internationale assez limitée dans les pays arabes. On a également un autre exemple, c'est l'exemple de Hamas. Je ne sais pas si on s'est demandé aujourd'hui, donc avec cette guerre israélo-palestinienne à Gaza, avec tous les civils donc, qui meurent tous les jours, on n'a pas entendu un dirigeant politique arabe dénoncer, je dirais, ces massacres, dénoncer, disons, les obus tombés sur les civils et les enfants. On n'a pas entendu l'Arabie Saoudite, par exemple. On n'a pas entendu ces monarchies du Golfe, l'Égypte, la Jordanie. Eh bien, figurez-vous que Hamas fait partie de cette mouvance des frères musulmans, qui est interdite en Arabie Saoudite.
qui est interdite en monarchie du Golfe, qui est interdite en Jordanie. Et du coup, le fait que cette allégeance de Hamas aux frères musulmans, que cette allégeance soit toujours d'actualité, eh bien, on laisse Hamas se débrouiller et même être, je dirais, affaibli, neutralisé, limité dans son camp, jusqu'au moment où il fera la mea culpa et revenir dans les bras de l'Arabie Saoudite et dans le bras des monarchies du Golfe. D'ici là, on va le laisser donc se débrouiller seul et on ne va pas intervenir pour le soutenir. Et d'ailleurs, le premier appel de cessez-le-feu qui a été lancé il y a 10 jours était par l'Égypte. Mais ce n'est pas n'importe quelle Égypte, c'est l'Égypte du général Sisi, le pro-saoudien, installé par les Saoudiens. La première réaction de Hamas, non, nous on ne veut pas le cessez-le-feu, et en plus, qui vous a dit que nous on veut le cessez-le-feu? Et qui est l'Égypte pour nous imposer un cessez-le-feu? Donc, l'Égypte a voulu jouer un rôle en demandant à Hamas sans condition d'accepter le cessez-le-feu, sauf que la Hamas, bien sûr, s'est opposé à cet appel de l'Égypte. Donc là aussi, on voit cet antagonisme, on voit que Hamas, d'ailleurs maintenant son bureau, il n'est plus en Syrie, il n'est plus en Égypte, son bureau aujourd'hui, le bureau de Hamas, le bureau politique, il est à Doha, il est au Qatar. Donc encore une fois, cette lutte entre les protagonistes au Moyen-Orient, c'est qui est en train de payer les pots cassés? C'est les civils, c'est les gens qui vivent au jour le jour leur vie sans qu'il y ait des enjeux qui viennent les intéresser de près. Bon, c'est vrai, dans ce paysage, juste une petite parenthèse concernant les Kurdes. Donc les Kurdes constituent également une communauté ethnique sunnite, la majorité sunnite dans cette région. Ils ont été assez persécutés par la Turquie et par l'Irak de Saddam Hussein. Depuis la Première Guerre mondiale, on assiste plutôt à une situation confortable pour les Kurdes dans le nord de l'Irak. Et aujourd'hui, on a une région qu'on appelle Kurdistan en Irak, qui accueille, donc là, au nord de l'Irak, on a cette région-là, Mossoul, un peu plus haut, qui conforte l'autonomie régionale des Kurdes et qui leur permettent d'exister en tant que minorité ethnique. Leur rêve, c'est d'avoir un État, on voit aujourd'hui en rouge, c'est la présence massive des Kurdes en Turquie, un peu en Syrie, en Irak, en Iran. Sauf que, à défaut d'avoir un nouveau Moyen-Orient dessiné ou dont les frontières sont déstabilisées, maintenant on s'est contenté de leur donner une petite région autonome en Irak. Les Kurdes ont leur mot à dire dans le conflit armé en Irak, mais là ils sont en train maintenant de regarder et de voir qu'est-ce qui va se passer avant de s'engager militairement pour ou contre Al-Qaïda, pour ou contre les chiites, pour ou contre telle ou telle faction. Donc là j'arrive à ma dernière partie qui est donc la guerre en Syrie, sunnite azimut versus chiite azimut. Donc malgré tout ce qu'on a vu comme antagonisme, comme complexité, comme bataille entre les sunnites, les monarchies du Golfe, mais également les pays pro-occidentaux, n'empêche qu'au niveau de la Syrie, où on a un régime alaouite, donc qui est une branche des chiites, on voit que toutes les puissances sunnites sont réunies contre cet ennemi alaouite et donc contre cet ennemi pro-iranien, pro-chiite. C'est vrai, c'est un système donc, qui a assis son autoritarisme sur le système, le service de renseignement oppresseur. Il a une armée d'alaouites très importante, donc c'est sur cette armée qu'il compte aujourd'hui la défense et la guerre contre l'opposition et contre Al-Qaïda, avec un service d'aviation militaire également alaouite. Ce régime alaouite, dans sa guerre en Syrie aujourd'hui, il compte sur le soutien iranien, irakien. N'oublions pas que l'Irak, après la deuxième guerre d'Irak, on n'a plus des sunnites au pouvoir, c'est plutôt des chiites qui ont été mis en place par les États-Unis. Et donc, il y a eu une création d'un arc chiite qui commence en Iran, ensuite l'Irak, Syrie et Liban. À l'époque, Saddam Hussein, cet arc n'existait pas parce qu'il était brisé par les sunnites en Irak. Depuis la deuxième guerre de l'Irak, donc il y a maintenant un régime irakien qui soutient également le régime syrien dans sa guerre. Alors, on a un régime alaouite ou chiite, grosso modo en Syrie, dans sa guerre contre
les sunnites. Dans les sunnites, il y a les frères musulmans, il y a l'armée libre syrienne qui est l'opposition un peu, je dirais, légale ou légitime. Il y a Al-Nusra, qui est donc la nouvelle mouvance de Al-Qaïda. On a l'État islamique, qu'on appelle également en américain ISIS. On a Ahrar al-Sham, une autre faction salafiste pro-Qatar, donc soutenue par le Qatar. Donc tous ces sunnites sont en train de combattre le pouvoir en place, soutenu par les chiites. Mais même M. Erdogan, qui a beaucoup critiqué l'Arabie Saoudite il y a une semaine, car il a organisé une conférence islamique, il a critiqué l'Arabie Saoudite pour son silence à ce qui se passe à Gaza, lui qui soutient Hamas, parce que c'est cette mouvance des frères musulmans. Finalement, quand il y a de nouveau ce schisme entre sunnites et chiites, M. Erdogan ne ménage pas ses mots. Et ce qu'il a dit, donc, s'est adressé à l'Iran en la qualifiant d'une puissance bornée, fermée. Il a dit, mes frères s'appellent Ali, Hassan et Hussein. On a dit, c'est qui Ali, hein? Donc c'est le cousin du prophète. Hussein, c'est le petit-fils du prophète tué par l'armée de Yazid. Hassan, c'est le second petit-fils du prophète. Alors il leur dit, voici ma famille, on est tellement ouverts. Par contre, pourquoi vous, les Iraniens, les chiites en général, vous n'appelez pas Omar? Donc Omar qui est le calife sunnite, ainsi de suite. Donc voici cet arc chiite qu'on voit aujourd'hui mis en place entre l'Iran, l'Irak, en Syrie, on veut défendre ce régime alawite en place, le Liban à travers le Hezbollah. Et j'emprunte cette carte d'une des étudiantes christiennes qui a un exposé sur les chiites bientôt. Alors, enfin, dans tout ce paysage, les cerises sur le gâteau, pour davantage vous clarifier la situation, aujourd'hui en Syrie, on assiste à une guerre interdjihadiste. Non seulement on a une guerre entre sunnites et chiites, entre sunnites et sunnites, mais la cerise sur le gâteau, on a une guerre qui oppose deux mouvements djihadistes menaçants, qualifiés de terroristes, qui sont d'un côté Al-Qaïda en Irak, Aki, et Al-Nusra, l'autre Al-Qaïda, qu'on va voir tout à l'heure. Bon, origine de l'ISIL. L'ISIL, c'est ce qu'on appelle en américain ISIS, ok? Donc c'est l'État islamique en Irak et dans le Levant. Voilà, pour respecter l'âge, on ne va pas dire comment ça s'appelle, mais rappelez-vous, ISIS, c'est l'ISIL. Comment l'ISIL a été fondé? Il a été fondé donc, bien sûr, par des militants locaux irakiens qui ont voulu mener une guerre de résistance contre l'occupant. Mais Al-Qaïda en Irak est un mouvement qui a échappé au contrôle de Ben Laden. Parce que lui, Ben Laden, ne voulait pas une radicalisation de Al-Qaïda en Irak contre les civils chiites. Le mouvement Al-Qaïda en Irak, donc le Haki, il avait comme objectif de nuire non seulement aux Occidentaux qui occupent les pays, mais également à tous les chiites, parce qu'ils considèrent que les chiites sont les alliés de l'Occident et contre les sunnites modérés. Et donc toutes ces opérations, tous ces attentats suicides étaient des attentats contre les populations, contre les Occidentaux, pas de différence. Et ceci a été dénoncé à l'époque par Ben Laden. Le mérite des États-Unis, c'est qu'on a su, à travers cette guerre d'Irak, fédérer les tribus autour d'un projet de vaincre ce groupe terroriste et les impliquer dans l'élimination de Al-Qaïda. Et c'est vrai, donc je vais vous épargner tous ces détails, mais juste retenir une idée, c'est que grâce à cette action militaire, grâce au service de renseignement américain, grâce à la fédération des tribus, on est passé à Al-Qaïda en Irak de 10 000 combattants très actifs à moins que 1 000 combattants actifs. Et donc on les a réduits d'une façon très importante. En 2011, date du retrait de l'armée américaine, du dernier soldat de l'Irak, c'est une date fatidique. Parce que là, le président Obama a demandé à Al-Maliki, je suis prêt à laisser encore 10 à 15 000 soldats américains sur le sol irakien pour vous aider dans comment asseoir davantage de stabilité et pour assurer cette transition. Une condition, qu'ils jouissent d'une immunité, qu'ils ne soient pas touchés ni par la justice irakienne ni par qui que ce soit. Et c'est là où Al-Maliki a refusé de donner cette immunité aux soldats américains. Donc ce qui a poussé le président Obama à retirer tous ces soldats.
cette date de 2011 est déterminante, car c'est la date de la renaissance de Al-Qaïda. Et donc, maintenant, avec le nouveau leader qui est Abu Bakr al-Baghdadi, lui, avec le retrait américain, il va de nouveau revenir pour mobiliser les jeunes, parce que quand je dis que les Américains ont su fédérer les tribus, ce n'est pas uniquement au niveau doctrinal, mais également au niveau financier, parce que ces jeunes qui sont là, on les payait pour combattre Al-Qaïda, on les embauchait, on leur offrait des opportunités. Et puis avec le service de télécommunication très important, on perceptait la communication de Al-Qaïda. Tout cela, à partir de 2011, n'existait pas. Alors, ce qui a permis, à un contexte défavorable, bien sûr, au courant modéré, de perdre de terrain et d'avoir une renaissance de Al-Qaïda de nouveau à partir de 2010, qui va être impliqué petit à petit dans la guerre en Syrie. Bien sûr, le Premier ministre irakien Nour al-Maliki a une responsabilité importante, car au lendemain du retrait des soldats américains, il n'a pas su préserver cette fédération, ce consensus des tribus autour de son projet politique. Donc, de nouveau, il a pratiqué une politique anti-sunnite, de nouveau, il a pratiqué une politique qui marginalise les tribus, ce qui a encore une fois ravivé ce confessionnalisme politique auprès des tribus et des sunnites dans les régions, surtout dans le nord de l'Irak, pour permettre à Al-Qaïda de renaître et de s'organiser de nouveau. Donc, acquis, Al-Qaïda en Irak va devenir, à partir de 2011, EIL, État islamique en Irak et au Levant, qui va conquérir le nord de l'Irak et s'implique en Syrie. Aujourd'hui, voici le plan d'expansion de l'EIL, donc qui s'appelle aujourd'hui également État islamique. On a enlevé Irak et Levant, c'est l'État islamique. Le califat instauré par Baghdadi, donc le chef de Al-Qaïda en Irak. Donc comme on le voit, c'est plutôt le nord de l'Irak. Ils combattent également en Syrie, en Alep, et petit à petit, ils s'implantent comme une force militaire, djihadiste, qui va constituer une menace. EIL, donc qui est ISIS, va combattre Al-Qaïda. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Pourquoi on va combattre Al-Qaïda? Car, premièrement, déjà, il faut dire que en Syrie, on a parlé de sunnites fédérés contre les chiites. Alors, entre les sunnites, entre ces factions militaires, on a également des sous-factions. Avant de parler de l'État islamique, donc Al-Qaïda en Irak, il y a déjà une guerre entre Al-Qaïda, c'est-à-dire Al-Nusra, qui est un front djihadiste qui milite en Syrie, et un autre front qu'on appelle le front islamique. Le front islamique salafiste, il est soutenu par les monarchies du Golfe, par l'Arabie Saoudite, par le Qatar. Al-Qaïda en Syrie, elle est soutenue par Al-Qaïda en Afghanistan, Zawahiri, donc le successeur de Ben Laden. C'est quoi la différence entre Al-Qaïda et le front islamique salafiste? Le front islamique salafiste, il veut, après la chute de Bachar al-Assad, instaurer un État civil, mais dont la charia constitue le socle le plus important au niveau de la loi civile, la loi familiale. Al-Qaïda ne veut pas entendre parler d'État civil ou d'élection démocratique, parce que pour eux, la démocratie n'existe pas. C'est une invention occidentale. Donc non, on ne veut pas de démocratie, non, on ne veut pas d'élection libre, on veut un califat. Et c'est ce qui oppose le front islamique salafiste, donc qui est soutenu par l'Arabie Saoudite, les monarchies du Golfe, à Al-Qaïda qui est soutenue par Al-Qaïda de Afghanistan. Ensuite, on a Al-Qaïda en Syrie, qu'on a appelé Front Nusra, qui mène une guerre également contre l'État islamique en Irak et au Levant, ISIS. Pourquoi on mène une guerre contre les îles? Parce que l'État islamique, celui de Baghdadi, donc l'acquis, Al-Qaïda en Irak, considère que Al-Qaïda de Afghanistan est devenu très laxiste. Et ce n'est pas permis d'être laxiste. Ce n'est pas permis d'être très modéré. Et là, ce n'est pas permis de laisser le champ libre aux Occidentaux. Et c'est vrai, en Syrie, on est en train de constater que Al-Qaïda, c'est-à-dire Al-Nusra, n'est pas en train de mener une guerre contre les civils tous azimuts, mais ils sont en train de faire les différences entre les civils, je dirais, qui ne font pas la guerre, et les militaires qui font la guerre. Et pour eux, ils veulent libérer le territoire pour instaurer un califat islamique sans toucher aux civils, qu'ils soient chiites, qu'ils soient chrétiens
ou qu'ils soient musulmans modérés ou non militaires. Par contre, l'État islamique, lui, toute personne n'est pas engagée derrière leur projet doit être éliminée par la force et par la violence. D'où on est face à deux djihadismes, un djihadisme modéré, si j'ose dire, qui est Al-Qaïda, et un djihadisme fondamentaliste, qui est l'ISIS ou l'ISIS. Enfin bon, c'est pour vous dire que finalement, cette lutte intestinale entre ces deux djihadismes reflète encore une fois cet appétit du pouvoir, qui va arriver au pouvoir et qui va gouverner. Je suis sûr qu'ils peuvent trouver des issues par rapport à ce qu'on appelle le djihadisme et quelle est la place des civils. Mais vu qu'ils ne sont pas entendus sur le pouvoir en politique en place, et donc les dissidences et les antagonismes sont tellement présents. En conclusion, c'est vrai, la plus grande menace aujourd'hui des djihadismes, de tous bords, Al-Qaïda, salafistes, et c'est qu'ils attirent de plus en plus des jeunes en Afrique, donc ils recrutent en Afrique, en Europe, au Canada, en Occident, en Australie, un peu moins aux États-Unis. Et les écoles salafistes, donc là on apprend un peu le fondamentalisme religieux, peut-être pas forcément djihadiste, parce que là aussi, comme je l'ai noté, il y a deux salafismes. Salafisme djihadiste, violent, comme on a vu dans le cas de la série, et djihadisme politique, littéral. Et là, il y a de plus en plus d'écoles salafistes dans tous les pays occidentaux, mais également en Orient. Et ça fait peur pour l'avenir. Face, je dirais, à cette montée du salafisme, du djihadisme, je constate que l'Occident a une vision plutôt à court terme. Je m'explique. Au lieu qu'il y ait une intervention occidentale contre Al-Qaïda, contre ISIL, contre Al-Nusra, contre les salafistes, on les laisse neutraliser. On laisse les ennemis se combattre. Pourquoi les États-Unis veulent aller en Syrie, mettre de l'argent, dépenser de l'argent, alors que finalement Bachar al-Assad, ces djihadistes sont en train de se neutraliser et de s'affaiblir? On les laisse et comme ça ils se neutralisent et peuvent s'affaiblir petit à petit. Et on souhaite contrôler dans ce sillage le mouvement des djihadistes de et vers l'Occident. Au lieu qu'il y ait un mouvement sans contrôle, on va les contrôler, on va aller vraiment les chercher et quand ils vont revenir, on va les contrer. Je considère que ceci quand même il est assez limité car n'oublions pas que aujourd'hui l'État islamique, donc qui a déjà qui a jeté les bases de son califat, donc en Irak, qui a chassé les chrétiens en Syrie, ils sont des dissidents par rapport à Al-Qaïda. Eux, ils ne prêtent pas allégeance à Zawahiri, à Ben Laden. Pour eux, c'est des gens très modérés, on ne veut pas traiter avec eux. Et c'est des gens qui veulent fonder un califat international, ça ne va pas arriver. Nous, on veut un califat local. Le danger, c'est que l'État islamique, qui est une branche terroriste, ils sont en train maintenant de chercher comment impressionner le monde au niveau d'un mythe en attaquant l'Occident. Car, quoi qu'ils disent, Al-Qaïda a marqué l'esprit du monde à travers les attaques de septembre, les attaques contre les États-Unis. Ça a marqué la mythologie des fondamentalistes. On est le seul à avoir attaqué et déstabilisé le grand Satan qui est les États-Unis. Sauf que, même en ne prêtant pas allégeance, cette nouvelle faction État islamique n'ont pas encore la légitimité pour pouvoir attaquer ou pour pouvoir étendre leur influence à travers le monde. Ce qu'ils seraient en train de préparer, un grand coup. Peut-être pas contre les États-Unis. C'est vrai, il y a une semaine, le 17 juillet, lors de la visite du président Obama à West Point, il a dit qu'il n'y aura plus de 11 septembre aux États-Unis. Et c'est vrai, il n'y aura plus de 11 septembre dans la mesure où les djihadistes qui sont en Irak, qui sont en Syrie, il y a une petite poignée d'Américains qui sont là. Ceux-là ne vont pas revenir. Mais il y a beaucoup d'Européens. Et la peur, c'est que ces Européens puissent préparer un coup en Europe qui marque les esprits, parce qu'ils veulent marquer les esprits et supplanter Al-Qaïda en Afghanistan. Comment le faire? C'est en marquant le mythe et en faisant une opération de grande envergure. Et ça, à mon avis, c'est menaçant. Et j'espère qu'il y a une stratégie occidentale pour vaincre ces nouvelles mouvances de djihadisme qui sont nées au Moyen-Orient et limiter leur présence, non seulement
leur présence qui peut avoir lieu en Occident, mais également limiter leur impact et leur influence en Europe. Et merci de votre attention. Ne me dites pas c'est plus clair, parce que ça me déstabilise. Bien sûr, les questions. Merci d'abord. Pourriez-vous approfondir un peu plus l'histoire ainsi que la significance spirituelle et politique du concept de djihad? Djihad. Qu'est-ce que c'est et quelle est l'histoire Le djihad, tel que défini par les fondamentalistes, par les terroristes, le djihad tel que défini par les terroristes, c'est une lutte armée, un engagement militaire jusqu'à la mort pour faire régner la justice de Dieu et la religion du prophète. Donc voilà, par tous les moyens nécessaires, il faut arriver à imposer notre vision, à affaiblir l'ennemi, quel qu'il soit chiite, chrétien, sunnite modéré, etc. Et il faut voilà, donc, aller à la guerre à tout prix. Donc ça, c'est cette doctrine-là. Et une fois qu'on est mort dans ce cadre-là, on ira certainement au paradis. Voilà. Donc c'est le paradis qui est promis. D'ailleurs, c'est pourquoi on a arrêté pas mal de djihadistes en Syrie. Et donc on les a vus parfois porter des soutiens-gorge, des sous-vêtements féminins. Alors on leur a dit, ben, pourquoi vous les portez? C'est parce qu'on nous a dit que quand on va arriver au paradis, on va être accueilli par des houris, donc par des femmes, et on va leur donner ces vêtements pour qu'elles se cachent et petit à petit on va faire leur connaissance. Donc il y a toute une machination pour les pousser à offrir leur vie, à mourir pour une cause, et bien sûr le paradis leur sera promis. avec les vierges? Ouais, c'est ça. Et c'est une vieille idée? Quelle est l'origine de cette idée? Non, ce qui est une vieille idée terroriste, mais l'origine même du djihad est une origine spirituelle. Le djihad, c'est une disposition spirituelle que le prophète a instituée pour lutter contre les convoitises, pour lutter contre ce qu'on appelle, contre ce qui est, je dirais, va à l'encontre des commandements de Dieu. Au départ, c'était une disposition spirituelle, donc des efforts qu'on fait sur le corps humain pour l'éduquer, pour le mettre en disposition spirituelle, prête voilà, à être en contact avec Dieu. Ensuite, quand le prophète allait en guerre contre les païens, donc cette guerre-là était également une guerre de djihad, parce qu'on est là pour diffuser la foi monothéiste, la foi en Dieu unique. Donc il y a ces deux qui se combinent, on ne peut pas faire l'une sans l'autre. Donc on ne peut pas aller en guerre en étant violent, en étant mécréant. Il faut être pur et aller en guerre pour diffuser cette foi-là. Donc vous dites, vous avez une question? Oui, oui. Donc vous dites que vous êtes un petit peu inquiet, en tout cas vous me posez la question. En Occident, on n'a pas l'impression de prendre toute la mesure du danger qui nous guette, en quelque sorte, qui guette l'Occident. Est-ce que dans ces régions-là, il y a des mouvements contre les djihadistes, contre, est-ce que la population est consciente, pardon, je ne sais pas, ça me semble impensable qu'il n'y ait pas de mouvement de réaction au djihadistes, et peut-être que les pays de l'Occident pourraient rentrer en contact avec ces gens-là. Certainement, il y a des réactions contre ces djihadistes. C'est des réactions, par exemple, qui viennent au niveau des combats des chiites. Le Hezbollah qui combat ces djihadistes. L'Iran qui combat ces djihadistes. L'Irak, au niveau militaire, combat ces djihadistes. Maintenant, si on veut parler au niveau des courants modérés, l'armée libre syrienne, par exemple, qui est un peu, je dirais, l'opposition soutenue officiellement par l'Occident, elle est également en guerre contre les djihadistes. Donc ce qui affaiblit sa guerre contre le régime syrien, parce que quand on a plusieurs ennemis, on ne peut plus sortir, alors que lui, le régime syrien, il est là pour lutter contre les djihadistes, contre l'armée libre syrienne, contre Al-Qaïda, ainsi de suite. Alors les populations, bien sûr, ils dénoncent cela. Mais que voulez-vous, une population qui n'est pas armée, on n'est pas là en mesure de s'autodéfendre alors qu'on n'a pas les moyens. Les djihadistes ont les moyens. N'oublions pas qu'au nord de l'Irak,
l'État islamique, maintenant, il contrôle les ressources pétrolières de l'Irak. Et apparemment, il est en train de vendre ce pétrole à Bachar al-Assad, en Syrie. Donc on fait des échanges maintenant. Donc on le combat en Syrie, mais en même temps au niveau économique, on lui vend du pétrole irakien. Donc ils ont les moyens, ils ont les armes, ils ont la doctrine, et puis les populations, soit on a des déplacés, soit des réfugiés, en masse. Mais est-ce qu'en masse les populations vont se défendre? Il faudrait qu'il y ait plutôt des mouvements militaires qui viennent contrer ces luttes, Non, mais je pensais à la France tout simplement pendant la Deuxième Guerre mondiale et la résistance. Je pense à ça. C'est assez violent et c'est assez compliqué. Romu. Merci pour ton exposé. En t'écoutant tout à l'heure, j'étais en train de me dire que finalement le problème que tu posais, c'était l'opposition de l'islam contre l'islam en terre d'islam. Et que finalement l'expansion de l'islam dans le monde n'est peut-être pas concernée par tout ça. L'un des grands pays islamiques du monde, c'est l'Indonésie. L'Indonésie est très calme. L'un des grands pays islamiques du monde, c'est la Chine. La Chine est très calme. Et donc j'étais en train de me dire, alors, deux questions. L'une, c'est quel est le but exact de la plupart de toutes ces confessions qui naissent et meurent au gré des intérêts individuels ou bien au gré de quelques leaders qui se créent du jour au lendemain. Moi je pense en fait à l'histoire que tu as bien racontée, qui est l'histoire d'Al-Qaïda. Al-Qaïda aujourd'hui sont en train de se battre contre Al-Qaïda est peut-être le signe de cette histoire-là. Première chose. Deuxième chose, moi j'étais en train de me dire quel est l'intérêt économique réel de ces combats, parce que il me semble qu'il y a bien un intérêt économique qui traverse l'ensemble de cette histoire, dont tu viens de pointer, à mon avis, un des points, c'est le contrôle du puits pétrolier. Le contrôle du puits pétrolier au nord de l'Irak est, à mon sens, un des aspects qui, d'une certaine façon, conditionne peut-être, quelque part, ces guerres-là. Je rajoute un peu ici, à propos du Qatar. Le Qatar, aujourd'hui, est en train de jouer dans toute cette histoire un rôle qui est un rôle assez particulier. Et tu l'as dit, il y a des bureaux dans toutes les zones qui sont des zones contestées par les Émirats du Golfe. Et ça n'est pas simplement quelque chose de l'ordre religieux, c'est aussi quelque chose d'ordre économique. Et s'il y a effectivement une menace assez grande pour ces Émirats du Golfe, c'est bien entendu le Qatar qui a tout compris du point de vue économique. Il ne s'agit pas simplement de contrôler les puits pétroliers, il s'agit de contrôler les équipes de football, de contrôler les cultures telles qu'elles se font dans le monde. Et je vois qu'Al Jazeera, de ce point de vue-là, est un succès, qu'on le veuille ou non. Et je me demandais si finalement cette guerre-là était une guerre beaucoup plus économique qu'on le croit. Au départ, le soutien apporté au Qatar et soutien apporté par le Qatar et la Turquie au mouvement de soulèvement populaire en Syrie avait des dimensions effectivement très économiques. Donc c'est toujours ce Nabucco, donc ce pipeline qui allait de l'Asie centrale en Turquie et en Europe, qui allait diminuer la dépendance européenne de la Russie, et on intégrait le Qatar dans ce pipeline où il allait traverser la Syrie pour rejoindre la Turquie. Et c'est là où Bachar al-Assad ne voulait pas qu'il y ait ce pipeline qatari qui vient rejoindre la Turquie, de peur qu'il y ait une menace pour les intérêts russes, dont on comprend également le soutien de la Russie à la Syrie, pour garder cette dépendance européenne par rapport à son gaz, au lieu qu'il y ait une alternative qatari, turque, ainsi de suite. Donc là, c'est vrai, au départ, ça existait. Certains ont toujours des intérêts économiques. Mais à mon avis, tu as touché un point très important, c'est quelle est la place des autres puissances au monde par rapport à cet islam. On assiste aujourd'hui à une nouvelle tendance djihadiste. On est passé d'un djihadisme international de Ben Laden qui a prouvé ses échecs. Donc finalement, ce djihadisme international n'a pas vu de rayonnement de l'islam au monde. Bien au contraire, plutôt plus une persécution, plutôt plus une assimilation de l'islam au terrorisme ou plutôt au fondamentalisme. Et avec ces nouvelles tendances, ces nouveaux groupes de djihadisme qui se sont dit finalement, nous, notre ennemi, ce n'est pas Israël. Notre ennemi, ce n'est pas les États-Unis. Notre ennemi, c'est tout d'abord les mécréants musulmans, c'est tout d'abord les Arabes qui ne sont pas musulmans, donc les chrétiens, c'est pourquoi on assiste maintenant à un exode, une épuration ethnique des chrétiens en Irak par l'État islamique, par cette nouvelle mouvance terroriste. Et on veut installer notre califat, limité dans l'espace et dans le temps, ici, en Irak et en Syrie. Et donc, on n'a pas un souci aujourd'hui de rayonner au niveau de l'expansion territoriale, comme Ben Laden le voulait au départ, avec Zawahiri, faire un califat mondial. Nous, on veut un califat ici. Et c'est à partir de ce califat-là qu'ils veulent attirer
les jeunes qui sont en Chine, qui sont en Indonésie, les pousser également de leur côté à fonder un émirat, parce qu'il y a un seul califat, il y a des émirats en Indonésie, des émirats aux Philippines, des émirats au nord de du Nigeria, et donc on est en train de fonder un califat qui va rayonner à travers des émirats sans qu'il y ait une expansion d'un califat mondial qui a échoué avec Ben Laden et Zawahiri. À tous les endroits où il y a du pétrole, je le signale à toute transité. Ouais. Comme le Nigeria, par exemple. Enfin, c'était un exemple. Absolument. Absolument. En fait, je voulais, Vas-y. en fait, je voulais parler du djihad. Donc, l'aspect du djihad il a commencé avec le prophète. Donc, c'était pour le rayonnement de l'islam. C'est ça, au début, à la base. Donc, c'est pas vraiment mener une guerre contre les mécréants. C'est plus complexe que ça. Donc, et là, par exemple, en France, l'islam, c'est la deuxième religion. Et, il a cité l'exemple de l'Indonésie, l'Angleterre, partout, ici en Amérique. C'est-à-dire, maintenant, on n'a pas besoin du djihad pour rayonner l'islam. Déjà, l'islam, il est partout dans le monde. Donc, cette vision militaire, elle est réservée uniquement aux djihadistes de Al-Qaïda ou au mouvement de Daesh, C'est ça, islamique. Donc voilà. Donc, et vous avez mentionné, vous avez dit que les djihadistes attirent les jeunes en Afrique, en Occident, en Orient. À peu près, les djihadistes sont combien dans le monde? 2 millions à travers le monde. Les musulmans sont 2 milliards. Donc c'est 0,1% des musulmans. Et tous les projecteurs, ils sont sur les... C'est-à-dire c'est eux qui vont représenter les musulmans à travers le monde, d'une manière. Tu vois, donc si on parle de l'islam, on parle du djihadisme, on parle de... Voilà. Donc, j'avais aussi une question sur Al-Qaïda. Al-Qaïda, elle était, si on peut dire, fondée aux États-Unis, parce qu'il y avait à peu près 30 bureaux ici aux États-Unis qui alimentaient Al-Qaïda. Donc, à la base, Al-Qaïda, c'est un produit américain. Donc, vous ne pensez pas qu'Al-Qaïda, au milieu d'Al-Qaïda, il n'y a pas des... Je ne sais pas si je vais aller en tôle aujourd'hui, mais vous ne pensez pas qu'il y a des agents de CIA, des agents qui travaillent pour Al-Qaïda? Vous ne pensez pas ça? Ah, je ne sais pas. Non, c'est juste... Moi, je peux dire que je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non, c'est pas ça. Al-Qaïda a été fondé par les États-Unis, je ne dirais pas Al-Qaïda comme on l'entend, parce qu'il n'y a pas un malentendu. Hein. Donc j'ai bien mentionné que la mission dont Dr Azzam a été investi est de contrer l'expansion soviétique et de recruter des moudjahidines, des jeunes musulmans, pour venir défendre l'Afghanistan qui est une terre islamique contre l'expansion d'une armée considérée comme étant athée et surtout non musulmane, pour qu'il n'y ait pas une domination étrangère sur un territoire islamique. Alors ça c'est au niveau, si tu veux, théologique. Maintenant au niveau politique, bien sûr, ça a arrangé les affaires des États-Unis et de l'Occident, un peu, je dirais, de contrer l'expansion et la poussée de l'Union soviétique. Voilà. Alors, mais attention, encore une fois, Azzam à l'époque n'a pas fondé Al-Qaïda terroriste. Il a fondé un mouvement djihadiste qui est là pour défendre les musulmans qui sont menacés ou bien sous le joug d'une domination étrangère. Il n'a jamais parlé d'une Qaïda internationale, d'un califat, attaquer Israël, attaquer les États-Unis. Jamais parlé de cela. C'est ensuite, parce que tu sais, on fonde un courant et puis après il se radicalise. Ou bien il se dissout. C'est ensuite Ben Laden, bien sûr, lui qui a une autre histoire, il est venu pour radicaliser et pour mener sa première guerre de djihad, non pas contre les États-Unis, mais contre l'Arabie Saoudite, contre le Yémen, contre la Tanzanie, des États, pour lui, des terres islamiques menacées par l'Occident. Omar? Par curiosité, je sais que c'est un peu plus complexe, mais comment figure le Pakistan dans ce jeu politique? Le Pakistan. Écoute, le Pakistan, on a plusieurs mouvances dans le Pakistan. On a des mouvances salafistes, des mouvances où on croit à ce retour à l'époque des ancêtres, et il faut vivre la charia, il faut vivre la sunna, c'est-à-dire les lois légiférées à l'époque du prophète comme telles. Mais le fait qu'au Pakistan, il y a une armée qui est assez forte, avec, je dirais, une présence militaire sur le territoire, on ne permet pas à ce mouvement salafiste
de se convertir en salafistes djihadistes et donc de mener, je dirais, de peser dans l'échiquier politique pakistanais. En même temps, au niveau populaire, on est assez sympathisant avec un djihadisme qui veut faire rayonner plutôt l'islam. Et d'ailleurs, n'oublions pas que Ben Laden, qui était au Pakistan, donc cette opération, cette exécution de Ben Laden par l'armée américaine, quand même, il vivait dans un environnement qui lui offrait cet accueil plus ou moins favorable. Ce n'est pas en termes d'une haine ou d'une peur de l'Occident, mais en termes de rayonnement de l'islam. Donc, c'est rassurant au niveau, je dirais, populaire qu'il y ait cette optique-là. Je pense que le mot djihad, à l'origine, c'est pas du guerre, djihad du effort. Effort intellectuel. Effort, c'est effort intellectuel, oui, oui, tu as raison. C'est un effort, c'est effort intellectuel. Intérieur, c'est pas pulsion, la tentation, etc. Ça évolue évidemment, aujourd'hui ça fait autre sens, mais est-ce que, parce que quand même le mouvement des intégristes musulmans commence très tôt, dans le 11e, 12e siècle déjà, dans le monde de Bactriane, etc. Est-ce que, pour nous citer l'évolution des intégristes musulmans de cette époque-là à aujourd'hui? Puisque j'ai l'impression qu'à l'époque c'était plutôt une tendance plutôt marginale. Et qu'aujourd'hui cette tendance est en train de lutte, la tendance dominante guerrièrement de l'islam d'aujourd'hui. Autre chose, évidemment, il a bien fait de souligner que l'intégrisme musulman, les frères musulmans étaient soutenus longtemps quand même dans le monde occidental contre le communisme. Il faut bien le dire aujourd'hui, même si c'est le tout après contre l'Occident, c'était un mouvement plutôt spirituel, un peu militaire. Il y a l'Occident qui a armé ce mouvement-là. Khomeini, il est rentré en Iran dans un bateau français, dans un avion français. Il est réfugié en France. Bon. Et est-ce que, parce que l'Occident a compris, le président du parti communiste du tiers-monde était en Iran, il fallait donc opposer contre le communisme russe et allemand une force conservatrice, qui est, comment ça s'appelle, l'intégrisme musulman. Est-ce que, justement, quand arrive la césure entre cet intégrisme et son allié occidental, ça, c'est un thème d'une conférence. J'ai encore 2 minutes. Je pense que je peux faire l'évolution de l'intégrisme du Moyen-Âge jusqu'à maintenant en 2 minutes. C'est impossible, mais en 2 mots. L'intégrisme trouve ses origines dans 2 éléments. 1, l'ignorance et la pauvreté. Et 2, la conquête du pouvoir. Alors, quand il y a un environnement de misère et d'ignorance, c'est un environnement fertile pour recruter des fondamentalistes. Tu me dis du Moyen-Âge, mais je dis même de l'époque du prophète. Les Kharidjites qui ont assassiné Ali, ce n'est pas des sunnites, c'est les suiveurs de Ali, des fondamentalistes, qui ne voulaient que le pouvoir, et des ignorants, donc qui ignoraient cette parole de Dieu ou ce commandement d'aimer le prochain. Donc, à mon avis, ces 2 environnements, la conquête du pouvoir, l'ignorance, la misère et la pauvreté, constituent les bases d'un recrutement et du développement d'ailleurs, tu me l'as dit, même en Guinée, parce qu'on sait que l'islam africain n'a jamais été un islam fondamentaliste. Mais aujourd'hui, on voit des quartiers en Guinée, voilà, on voit des quartiers en Guinée, on a des salafistes, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre la charia, qui veulent revenir à la sunna, aux lois qui étaient légiférées à l'époque du prophète. Pourquoi? Parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'est pas éclairé, et voilà, parce qu'on va se servir de ces gens-là pour qu'un jour, peut-être dans 50 ans, 60 ans, déclarer un émirat islamiste en Guinée, déclarer un émirat islamiste en Chine. Me semble-t-il, en 2 minutes. Oui. Je te remercie pour ta conférence qui est très didactique par ailleurs et qui explique un certain nombre de choses. En revanche, il me semble qu'il manque quand même 2 axes fondamentaux. Qui est, le premier axe, c'est la naissance politique des mouvements dits islamistes, qui est due à l'oppression des gouvernements postcoloniaux, soi-disant de gauche, qui étaient quand même cependant des dictatures, à commencer par la Syrie, la Libye, l'Algérie,
etc. Et la manipulation des mouvements islamistes. C'est-à-dire qu'il y a une erreur à l'allumage, une erreur au départ, on n'a pas su intégrer un mouvement comme les frères musulmans qui étaient tout à fait pacifistes au départ. Qui est-ce qui a commencé, la violence politique? C'est les gouvernants arabes, les gouvernants arabes, qui ont commencé par marginaliser ces mouvements-là et les manipuler contre la gauche arabe, qui était aussi contestataire. C'est-à-dire que, bien entendu, on les a encouragés au départ pour jouer la carte islamiste contre la gauche arabe. Le seul problème, c'est que ça leur a échappé par la suite. C'est devenu le serpent de mer qu'on ne pouvait plus contrôler. Donc il y a c'est-à-dire que la question fondamentale qui se pose maintenant en termes de démocratie moderne, c'est est-on capable, ou est-ce qu'on est capable d'intégrer les mouvements islamistes dans le jeu démocratique? Ça, c'est une grande question qui n'est pas facile à résoudre, du Golfe jusqu'à l'Atlantique. Deuxièmement, il me semble qu'il manque quand même une réflexion autour de la conviction des masses arabes. Les masses arabes qui ont été abusées dans leur liberté, abusées dans les manquements qu'ont tenu les gouvernements successifs qui sont bien entendu installés au pouvoir depuis les indépendances. Et donc, par conséquent, il y a une sympathie, je dirais, j'ai pu le constater moi-même en Algérie, je ne connais pas, je n'ai pas voyagé au Proche-Orient, mais à tel point que les gens étaient prêts à voter. Moi, j'ai rencontré un jeune dans les années 90, j'ai dit, mais pourquoi veux-tu voter le FIS, le Front islamique du salut? Tu ne pourras plus porter de short. Il me dit, je ne pas. Et alors, il m'a dit, je vais porter un pantalon, ça ne me gêne pas. J'ai dit, tu ne pourras pas avoir ta copine parce qu'il va y avoir une police des mœurs, tout ça. Il me dit, mais je n'ai pas de copine. J'ai dit, mais tu ne vas pas pouvoir boire de l'alcool librement. Il m'a dit, mais je ne bois pas d'alcool. Et tout ça, moi, ce que je veux, c'est un logement, un travail, etc. Et il m'a dit, quand il m'a entendu tenir ce discours-là, il m'a dit, monsieur, je crois que vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici. Il m'a dit, pour virer ces gens-là, les gens qui sont au pouvoir, s'il y a un parti politique qui vient avec des cornes et une fourche à la main, et qui s'appellerait le diable en personne, je voterai pour lui, pour nettoyer ces corrompus qui nous gouvernent. Donc, je crois que la conviction des masses arabes à l'égard des grands conflits mondiaux, à l'égard de la justice, à l'égard de la démocratie, etc., a été déçue par tous ces gouvernements qui soi-disant étaient laïques, post-indépendants, et qui a contribué largement à la radicalisation de ces mouvements, qui sont pratiquement incontrôlables maintenant. Écoute, concernant la première remarque, moi je suis parti du postulat que ton article dans la Gazette était déjà lu par l'ensemble des collègues concernant la révolution, etc. Donc je me suis dit, ce n'est pas la peine de te répéter, comme ça les collègues ont lu ton article et comme ça ils viennent préparer à la conférence. Heureusement d'ailleurs, sinon ils auraient tous posé cette question. La deuxième, c'est effectivement cette question de masse arabe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'on ne peut pas parler de la masse arabe en général en extrapolant un exemple comme l'Algérie. La masse arabe, il n'y a pas de masse arabe. Dans chaque pays, il y a une culture. On a vu qu'en Égypte, au départ, on a voulu les frères musulmans parce qu'on est parti du postulat, c'est des gens honnêtes. Mais quand on a connu les frères musulmans avec leur mouvance fondamentaliste, voilà, il y a quelques mois après, donc on a voulu les changer tout d'un coup. Donc on ne peut pas parler d'une masse arabe en général, Bachir. Il y a plutôt des cas particuliers. La Tunisie. On parle de la rue alors. Si voilà, la Tunisie, bien qu'un Nahda, frère musulman, est au pouvoir, mais il doit composer
avec les courants de gauche, avec les courants libéraux, avec le courant salafiste, parce que la masse est tellement complexe. C'est pareil au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak. Cette masse-là, à mon avis, la rue, comme tu viens de le dire, n'est pas déterminante dans le combat pour les libertés. Ce qui est déterminant, c'est les paramètres que les dirigeants vont devoir composer pour garder une certaine stabilité dans le pays. C'est pourquoi, donc, oui, ton exemple est sympa pour l'Algérie, mais à mon avis, me semble-t-il, n'est pas à prendre, enfin, je dirais, un peu au niveau général de tous les pays arabes. Oui, pardon. Si on descend plus bas, sans les appeler les masses, la vie quotidienne des gens, je crois que l'école européenne, l'école française, avait commencé par décrire la vie des peuples en parlant de la vie des rois et des conquêtes. Et à un moment donné, l'école des annales est venue et a dit peut-être que la vie quotidienne des gens était aussi importante que la vie des princes. Et qu'il fallait, est-ce qu'il y a, et cette école-là, d'une certaine manière, dans l'analyse que l'on fait sur le Moyen-Orient, est-ce qu'il y a des historiens, des gens qui nous racontent la vie quotidienne des gens, et sans parler de conquête de pouvoir, juste comment ces gens-là vivent pour qu'on puisse mieux comprendre et ce qui se passe, parce que tout le temps on entend parler des chefs, des guerres, des pauvres qui vont à la conquête du pouvoir, mais pas de cette vie quotidienne où les gens grandissent, meurent, vont à l'école, quelle qu'elle soit, vont à l'hôpital. Et est-ce qu'on n'a pas peur aussi que ces études-là ne nourrissent pas ces mythologies guerrières? Enfin, je dis ça comme ça. Là encore, c'est vrai, il y a un génie littéraire arabe très important. Malheureusement, dans certains pays, donc je dirais comme la Tunisie, comme la Syrie, il y avait quelques limites donc, à la liberté d'expression et à la liberté de publication. Le Liban donc, a connu cet essor-là, bien sûr également l'Irak, Saddam Hussein, il y avait des limitations. Le problème, c'est que ces génies arabes, au lieu de produire le vécu quotidien arabe dans ces pays, soit ils se sont exilés, soit ils ont été chassés, et donc ils produisaient le quotidien peut-être de leur pays d'exil, de leur pays d'accueil, et ceci avait moins d'impact que plutôt quelqu'un de l'intérieur qui est en train de vivre au jour le jour et de préparer donc un peu un soulèvement ou un cri d'alarme ou un cri révolutionnaire contre ceci. Donc ce qui fait que ce printemps arabe, donc qu'on a nommé le printemps, c'est soulèvement populaire, il a été moins préparé donc, par ces gens intellectuels, par cette littérature, par ces écrits, que plutôt par une révolte contre les crises économiques, une révolte contre la corruption, une révolte contre les libertés, les limitations des libertés d'expression, de presse. Il n'y avait pas une idéologie qui a appuyé ce soulèvement populaire, dont on voit effectivement qu'aujourd'hui, les pouvoirs, ceux qui sont au pouvoir en place, c'était les mouvements les mieux soit soutenus, soit préparés, comme les frères musulmans en Tunisie, comme maintenant le régime militaire en Égypte, comme la cacophonie maintenant, l'anarchie en Libye. Donc c'est tellement, je dirais, complexe. Une question de plus. Mon mot parlait de ça tout à l'heure, c'est-à-dire cette énorme population de gens face à ceux qui font la guerre. Et on aimerait bien connaître leur histoire. Je ne parlais même pas avec Mahfouz en Égypte, a écrit de grands romans, comme vous avez dit, il était resté en Égypte. On aimerait bien connaître leur histoire, avoir des mythologies, des contes qui soient hors de cette guerre constante, et juste pour que les gens en Occident aient l'impression qu'ils ne sont pas tous en train de se tuer, de s'entretuer, juste est-ce qu'il y a ce mouvement-là de la part soit des historiens ou des artistes dont vous m'avez répondu. Je voulais juste appuyer mon mot là-dessus. Philippe, donc tu veux dire, hein? Dernière question. J'ai juste un petit commentaire parce que dans votre cours Fadi, moi j'ai fait un petit devoir très modeste au-dessus du salafisme. Et donc, pour revenir à un petit peu la question de la remarque de Bachir et aussi de Tierno, en fait, parce que je fais une petite enquête sur 3 ou 4
grands imams qui ont vraiment, qui étaient des leaders des mouvements semblants islamistes du passé. Et donc, ce qui se passait à chaque moment où il y avait un soulèvement de cet islamisme, voire djihadisme de l'époque où ça se trouvait, c'est en fait, il y avait des invasions, soit des Mongols, soit des colonisations européennes, des premiers contacts en Égypte par exemple. Et donc voilà, en fait, c'est le début de cette réponse. C'est très modeste, mais c'est en fait, c'est une réponse. Voilà, le djihadisme, c'est une réponse à une menace aperçue par cette communauté. Et donc il faut, à partir de ce moment-là, il nous faut vraiment aller dans les rues et voir ce que les gens pensent, ce que les gens disent entre eux pour savoir qu'est-ce que la menace qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi est-ce qu'ils se pensent menacés. Parce que c'est à partir de ça, peut-être, c'est la réponse pourquoi il y a un ressurgissement du djihadisme. Bon, merci encore une fois de votre présence. Merci. Bonne soirée. Je vais écrire.